Emmanuel Macron et Donald Trump ont donné une conférence de presse commune. On va analyser tout ça en se posant un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on peut tirer des éléments de langage qui nous sont sortis par ces deux présidents pour ce qui est de l'avenir de l'économie mondiale, pour ce qui est de l'avenir de l'Europe, mais également pour ce qui est de l'issue de ce conflit. Et puis on va se demander également quelles sont les compétences de négociateurs de l'un et de l'autre, parce qu'en ligne de mire de tout ce qu'on fait sur cette chaîne, il faut toujours garder à l'esprit cette question: comment nous, en tant qu'individus, pouvons-nous devenir plus forts, plus performants? Donc c'est aussi pour ça que c'est toujours intéressant de regarder comment se comportent et comment échangent des personnalités de premier plan. Allez, c'est parti, on se plonge dans cet échange. On a eu cette réunion avec le G7 et le président Macron. C'est quelqu'un de très spécial à mes yeux, quelqu'un avec qui nous avons déjà travaillé, et je pense qu'on a réalisé beaucoup de progrès. On a beaucoup échangé avec la Russie, mais avec d'autres aussi. On essaye de mettre un terme à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'en quelques semaines, on a déjà beaucoup avancé. Le président nous a beaucoup aidé en cela. Oui, juste un petit point. J'ai vu passer beaucoup de propagande assez débile sur Twitter disant ouais, Trump va humilier Macron, Candace Owens va être présente à l'entretien. Les gars, il faut vraiment redescendre un petit peu, hein. Effectivement, l'Europe est pas en position de force, donc il faut vraiment redescendre un petit peu. Je trouve qu'il y a trop de Français qui mangent de la propagande qui vise à affaiblir les intérêts français et européens. Et Macron, vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est un indécrottable socialiste, donc par sa politique non libérale, il a contribué à affaiblir économiquement la France, mais il est quand même capable de se tenir en société. Donc vraiment, soyez plus fort que ça, soyez plus fort que la propagande qui vise continuellement à nous affaiblir. On a aussi parlé d'accords de libre-échange que l'on va nouer avec la France, et on aura l'occasion d'en parler plus avant. Et puis il y aura aussi une conférence de presse au cours de laquelle vous pourrez poser des questions. Il y aura aussi un déjeuner avec toute la délégation française. Nous sommes impatients d'ailleurs de pouvoir participer à cela. On a une relation spéciale avec la France, moi avec cet homme à ma droite, et j'espère que cette relation va perdurer. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Donald. J'aimerais remercier le Président pour son hospitalité. Nous avons eu un bon échange au moment de notre réunion du G7, et c'est la 3e année de guerre en Ukraine, et notre objectif commun est de bâtir la paix, une paix durable et solide, et c'est précisément de cela dont il sera question au moment de notre entretien, parce que moi j'ai énormément de respect pour la bravoure et le courage du peuple ukrainien. Notre objectif partagé, c'est la paix, mais nous savons aussi qu'il faut qu'il y ait des garanties pour que la paix soit solide et que la situation soit stable. Ouais, c'est ça le point, hein, parce que l'objectif de Donald Trump, c'est effectivement d'arriver à un accord rapide, mais il est dans une perspective business, parce qu'il l'a dit plein de fois, il s'en fiche un petit peu de l'avenir de la sécurité en Europe. Donc l'objectif de Donald Trump, c'est de choper des minerais en Ukraine et de se barrer en fait le plus vite possible en se disant bon bah tant que ça tient, mais je pense pas qu'il soit dans une optique de long terme. Donc les intérêts européens et américains sont pas vraiment alignés sur ce dossier, mais c'est en grande partie de notre faute, parce que effectivement l'Europe c'est plus du tout une zone qui est attractive, même en tant que marché. Je pense qu'on va décliner. Pourquoi? Parce qu'on est trop socialiste. On a une trop grosse partie de l'économie parasite, on a très peu d'entreprises qui pèsent, on a très peu d'entreprises innovantes, donc c'est pas intéressant de faire du business avec nous. Donc je comprends l'optique de Trump de se dégager le plus vite possible de cette affaire pour se focaliser sur la Chine et sur les BRICS. Ici en ami, parce que depuis maintenant des siècles, la France et les États-Unis sont des pays amis, et nous deux, nous sommes amis. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé, et la France et les États-Unis sont toujours du même côté, du bon côté de l'histoire. C'est un moment important qui se joue aussi pour l'Europe. J'ai échangé avec tous mes collègues européens, et l'Europe est prête à être un partenaire plus important encore pour la défense, la sécurité
Ce qu'il dit là, Macron, à savoir qu'on va devenir un partenaire plus important dans le domaine de la défense, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des hausses d'impôts, parce que si Emmanuel Macron veut effectivement passer l'investissement de la France dans la défense de 2,5% du PIB à 5% du PIB, d'où va venir l'argent? Et ben c'est Nicolas qui va mettre la main à la poche, donc gardez quand même ça en ligne de mire. La guerre et la menace, c'est quand même un excellent moyen d'augmenter la ponction publique. Et d'ailleurs, l'histoire de l'impôt est intimement liée à l'histoire de la guerre. Avant, en France, on avait un système d'imposition normal qui s'apparentait à une flat tax, à savoir tout le monde paye le même pourcentage d'impôts. Comme ça permet de développer de la richesse, mais c'est pour faire la guerre avec l'Allemagne qu'on est passé à un mode d'imposition confiscatoire où l'impôt devient proportionnel, et là c'est fini en fait. Une fois que vous avez des impôts proportionnels, vous avez l'État qui grossit, la part de l'économie parasite qui grossit, et ça nous amène au bout d'un moment à la situation communiste que l'on a aujourd'hui en Europe. Quid de l'accord sur les minerais? Mais écoutez, c'est un accord sur lequel on est en train de travailler. Il est presque bouclé. Il faudrait qu'on récupère l'argent que nous avons investi en Ukraine. Je pense que ça sera bon aussi pour l'Ukraine, mais nous on a investi 350 milliards de dollars. Ah, alors ça les amis, c'est une fake news, c'est une grosse fake news. L'argent que les États-Unis ont mis en Ukraine, c'est à peu près 100 milliards. L'Europe et les États-Unis ont investi à peu près les mêmes sommes en Ukraine, donc je sais pas d'où il sort le chiffre de 350 milliards. La vérité, c'est que côté européen, on avait une plus grande partie de prêts, mais on avait quand même une partie de dons. Et côté américain, il y avait effectivement plus de dons, mais les Européens et les Américains ont investi à peu près les mêmes montants. Et donc là, le fait que Donald Trump soit proche d'un accord sur les minerais avec l'Ukraine, on pourrait se dire, c'est pas mal. Les États-Unis vont avoir un intérêt durable économique en Ukraine, et donc en l'échange de ça, ils ont intérêt à ce que ce soit pas bombardé, ils ont intérêt à protéger l'Ukraine, parce que protéger l'Ukraine, ça devient protéger les intérêts économiques américains. Ça peut évoluer très vite, ça peut évoluer très vite, ce genre de choses. Il suffit que les États-Unis se disent en fait c'est pas suffisamment rentable. Surtout un mec comme Donald Trump. Donald Trump, il hésitera jamais à renégocier en train de dire en fait vous nous avez arnaqué, c'est pas du bon minerai, etc. On se casse, ou alors donnez-nous beaucoup plus ou on se casse. Donc pour moi c'est pas une vraie belle garantie de sécurité. Donc je comprends la posture de Donald Trump, à savoir moi je veux faire un deal le plus vite possible, bim bim bim, envoyer l'argent, mais encore une fois je ne crois pas qu'il se soucie beaucoup de l'avenir de l'Ukraine, ni même de l'avenir de l'Europe. En Ukraine pour sa défense, c'est énormément d'argent investi et on n'a rien reçu en retour. L'administration Biden est coupable de cela et les Européens, eux, ont investi 100 milliards sous forme de prêts. Et les Européens ont été malins, ils ont compris que ce n'était pas juste, ils nous ont aidés, mais pour ce qui est des Ukrainiens, j'ai l'impression qu'on est proche d'un accord. Scott est là, pas très loin. Il travaille sur ce dossier-là. Quelle est votre réaction aux gens en Europe qui disent que vous abandonnez l'Ukraine et que vous allez sacrifier l'Ukraine dans un accord avec Poutine? Nous, on a aidé l'Ukraine comme personne n'a aidé l'Ukraine par le passé. Et si moi j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre, et grâce à moi, on va pouvoir envisager la paix. Moi, président, aucune chance de voir cette guerre éclater. Malheureusement, ça a été le cas, et moi, mon rôle, c'est de terminer cette guerre qui a fait des milliers de morts, des milliers de personnes qui meurent toutes les semaines. D'un point de vue humanitaire, il faut qu'on trouve une solution. Et puis, ça pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où d'autres pays sont embarqués et on pourrait avoir une troisième guerre mondiale. Je trouve qu'il est assez bon parce qu'il a effectivement ce focus sur le côté humanitaire du conflit. Il a également le côté faites gaffe quand même parce que cette histoire ça pourrait très mal tourner, mais là-dedans il arrive quand même à être très froid et très clinique. Le résultat c'est qu'il va quand même se débrouiller pour
en ressortir un intérêt économique. Et pour moi, c'est ça le propre d'un grand dirigeant, c'est qu'il est capable de mettre la presse, de mettre les commentateurs, de mettre l'opinion dans un état un petit peu de fébrilité et de panique, alors que lui, clic, 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 il avance ses pions tranquillement. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait, ce bonhomme. Est-ce que vous appuyez l'envoi de troupes européennes? Il pourrait y avoir des troupes européennes afin de garantir la paix et de veiller à ce que l'accord de paix soit bel et bien respecté. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas parler au nom de la France, mais je sais qu'il y a des chefs d'État européens qui en ont parlé. En tout cas, si on peut organiser des missions de maintien de la paix, ça serait une bonne chose plutôt que... Ouais, ça va être encore un gros bazar, hein, parce que si c'est effectivement un maintien de la paix par des troupes européennes et qu'il n'y a pas les Américains qui sont impliqués là-dedans, vu le conflit en fait qu'on a avec la Russie, la première anicroche, ce sera possible de dire non mais comment est-ce que vous voulez que des co-belligérants puissent maintenir la paix? Ils sont pas du tout objectifs. En fait, c'est des armées européennes qui sont là pour soutenir l'Ukraine. Donc je vois mal comment ça pourrait bien se passer cette affaire. Il faudrait des observateurs qui viennent d'autres pays. Mais si c'est l'Europe qui est chargée de maintenir la sécurité en Ukraine, vu que la Russie nous considère comme des co-belligérants, je vois pas comment ça peut bien se passer. Toutes ces morts inutiles. Et quid du soutien américain? Alors il y aura un appui qui sera fourni d'une manière ou d'une autre. Les Européens seront là. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de beaucoup d'appui en réalité. Une fois que l'accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires et l'Ukraine et l'Europe pareil. Pour moi, ça ne posera pas de souci. Ouais, mais vous imaginez si ça se passe, s'il y a effectivement un accord un petit peu solide de paix. Là, je parle du point de vue investisseur, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont observé qu'au cours des dernières semaines, enfin plus particulièrement autour des derniers jours, les marchés se sont pas mal cassés la figure. Si vous avez un accord qui paraît assez solide sur la guerre en Ukraine, ça va exploser. Parce que ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous allez avoir un retour des investissements occidentaux en Russie, et je pense que Donald Trump, il est assez intéressé par ça, hein. Je vous rappelle que la Russie a exclu beaucoup de boîtes américaines, à commencer par des trucs du type McDonald's ou ce genre de choses. Si Donald Trump arrive en mode coucou Vladimir Poutine, regarde, je réouvre le McDonald's de la place rouge à Moscou, ce genre de choses, je pense que Trump serait très content de le faire, et ça pour le commerce mondial, ce serait quand même assez intéressant. Et si vous voulez, là on touche à une différence qui est quand même assez fondamentale entre la mentalité européenne et la mentalité américaine, en tout cas la mentalité d'un mec comme Trump. Trump, il est là pour faire du business, il est là pour faire du pognon, il est là pour favoriser le commerce, le doux commerce. Et en Europe, on a eu une culture comme ça. Regardez chez Montesquieu, vous avez des choses autour du doux commerce qui apaise les peuples, etc. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Parce que les trucs du type « t'es mon pote, on a les mêmes valeurs, etc. » ça va 2 minutes, mais au moindre conflit, c'est quelque chose qui se casse. Alors que quand vous avez des vrais accords, à savoir des entreprises qui travaillent ensemble, à savoir des investissements, que vos business sont intimement mêlés, et ben ça fait quelque chose qui fonctionne. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a bâti l'Europe. Si on a arrêté de se faire la guerre avec l'Allemagne, c'est parce qu'on a créé un marché commun du charbon et de l'acier, qui était ce qu'on utilisait pour se faire la guerre. Ben c'est une fois qu'on les met en commun, c'est beaucoup plus difficile de se faire la guerre. Et c'est dommage que l'Europe ait voulu aller au-delà du commerce pour commencer à mettre plein de couches de bureaucratie, etc. Parce qu'un marché commun, c'est vachement bien. Je vous le dis parce que je vends du service un peu partout en Europe, et ben ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup le fait que vous n'ayez pas toutes ces barrières, toutes ces complexités administratives. C'est une super idée, un marché commun, c'est une super idée le libre-échange. Ça devient une bêtise quand on commence à vouloir mettre des couches de valeurs de je sais pas quoi, et c'est un petit peu le problème, c'est que j'ai l'impression que la France essaie de nouer des amitiés autour de valeurs, bim, on va faire un petit peu de diplomatie féministe ou je sais pas quoi, et c'est une bêtise. Il faut faire du business les mecs, il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Les valeurs c'est individuel, c'est pas aux États d'essayer d'imposer des valeurs. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc,
Ça peut aller vite cette histoire, hein. Et ça peut aller vite. Et d'ailleurs, il y a des indicateurs économiques qui ne trompent pas. On va regarder le cours du rouble, les amis, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est le cours du rouble, et vous voyez que là, il arrête pas de remonter, il arrête pas de remonter. À l'époque où j'étais en Russie, avec 1 euro, on pouvait acheter quelque chose entre 70 et 80 roubles. En fait, oui, on est à peu près revenu au niveau d'avant-guerre, hein, parce que c'est ça le début de la guerre. Et si on regarde la bourse russe, là on a la guerre en Ukraine, et là ça se rapproche des niveaux d'avant-guerre en Ukraine. Donc ça veut peut-être dire que vous avez des anticipations de la fin de la guerre et des anticipations d'un retour assez massif des investissements étrangers. Voilà, l'accord de paix, on y travaille, on est tout proche d'un accord. Et je pense que le président Zelensky aimerait venir ici pour le signer. Moi, ça me convient tout à fait. Après, il faut que ce soit approuvé par leurs conseils ou leurs autorités, mais ça me semble probable. Macron fait un petit peu figurant, hein, il faut quand même le dire, depuis le début de cet échange. On sent qu'il est le mec décisif dans l'échange, quoi. On me demande de dire quelques mots en français. Le président l'a dit, je pense que c'est un moment important. C'est un moment important de la discussion. On veut bâtir la paix en Ukraine, et le bilan qui a été rappelé, une réalité, il y a plus d'1 million de morts et de blessés depuis le début de ce conflit et de cette guerre d'agression. Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu et une paix qui n'a pas été respectée. C'était les accords de Minsk, 1 puis 2. Et donc le corps de cette discussion, c'est de s'assurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, ensuite que les Ukrainiens soient impliqués. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares, et que c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Les Européens sont prêts à prendre leur charge sous des formes diverses de soutien à l'armée ukrainienne, de présence, y compris pour s'assurer que la paix soit durable. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose. Et donc tout est encore à construire. Et je ne veux pas préempter les discussions. Mais nous partageons le même objectif, et ce qu'on a discuté ce matin pendant 1 heure après la visioconférence ensemble, et ce qu'on va continuer de travailler, et sont pour moi des bonnes avancées. Et l'Europe est prête à soutenir l'Ukraine de diverses manières, et je ne veux pas préempter les discussions que nous aurons ensemble, mais nous avons en tout cas cet objectif partagé de bâtir une paix durable. Alors je veux juste ajouter quelque chose. On était à la Tour Eiffel, on dînait avec votre formidable épouse et la mienne, et il a commencé à parler du French Deal, et tout ça, ça se faisait en français, il n'y avait pas d'interprète, et moi j'écoutais, puis le lendemain j'ai lu les journaux et j'ai dit mais c'est pas du tout ça qu'on s'était dit en réalité. Donc c'est quelqu'un de très malin. Ouais, effectivement, donc là, ce que vient de faire Donald Trump avec une très grande diplomatie, c'est de dire je valide pas ce qu'a dit mon petit polisson de collègue. Vous avez désigné Zelensky comme dictateur, est-ce que vous réitériez ces propos? Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'on peut trouver un bon accord entre les pays. Là, il est question de l'Europe, il est question de l'Ukraine. On voit aussi que l'autre partie a beaucoup de soutien. Donc on verra ce que ça va donner. On peut inventer de l'argent, imprimer de l'argent, mais créer de nouvelles vies, ça, ce n'est pas possible. Et cette guerre, elle a fait énormément de victimes. Les journalistes les ménagent pas, donc ça c'est quand même assez bon signe, parce qu'ils mettent le doigt sur tout ce qui fait mal. Vous avez dit que Zelensky c'était un dictateur, est-ce que vous assumez, etc. Et il est capable de répondre à ça avec diplomatie, donc c'est pas mal. C'est une conférence de presse où les journalistes sont pas dans la langue de bois. La superficie du pays est très importante. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles et inversement. Donc je pense que pour la paix mondiale, c'est une bonne chose si nos deux pays s'entendent. La première chose que l'on veut faire et la première opération que l'on veut boucler, c'est mettre un terme à cette guerre-là. Après, si on peut faire du développement économique avec la Russie comme on le fait avec l'Ukraine et obtenir ce que nous, on veut, eh bien,
ça sera une bonne chose. Ça veut dire concrètement qu'il est prêt à refaire du business avec la Russie, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que j'ai l'impression que l'objectif de Trump, c'est de réintégrer en quelque sorte la Russie dans le camp occidental, parce que c'est pas une super idée pour les États-Unis que vous ayez un bloc Russie-Chine qui soit aussi costaud. Donc je comprends son approche encore une fois, et c'est un petit peu triste qu'on soit pas plus pragmatique en Europe. On a vraiment l'impression que notre implication en Ukraine, c'était surtout sur des bases morales, du type on ne peut pas laisser des gens mourir, etc. Je trouve qu'on est assez mauvais à faire passer nos intérêts avant ceux des autres. Non, je pense qu'à un moment donné, on pourra peut-être se mettre d'accord sur un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, c'est le début de la fin de la guerre. Je ne pense pas qu'il y aura un cessez-le-feu et un retour des combats. Et je suis heureux de pouvoir aider, parce qu'il n'y avait aucune communication avec la Russie. Biden n'échangeait pas avec la Russie, il ne pouvait même pas échanger avec ses propres enfants. Il n'y avait aucune communication, il n'avait pas parlé à Poutine depuis 3 ans. On essaye de mettre un terme à une guerre, il faut échanger. On a des milliers de personnes, de soldats qui sont tués toutes les semaines. Et puis les villes aussi, avec des missiles qui sont lancés sur les villes ukrainiennes. Mais cette guerre, elle est infiniment triste, et elle aurait dû être arrêtée bien plus tôt. Elle n'aurait dû même ne jamais commencer, et elle n'aurait dû durer qu'une semaine, pas 3 ans. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, une capacité de dissuasion qui resterait, et que c'est ce que veut dire le président Trump quand il dit il n'y aura plus de problème. Je pense que la force du réengagement américain aujourd'hui, c'est en quelque sorte l'incertitude aussi pour le président Poutine. Et donc il y a une capacité de dissuasion qui est là, qui permet de sceller d'abord sans doute une trêve, la capacité à vérifier que cette trêve est respectée, et ensuite un accord de paix qui permettra de reconstruire l'Ukraine, mais de lui apporter aussi les garanties de sécurité. Dans le cadre de ces garanties de sécurité, nous pensons que nous avons notre rôle à jouer. Et donc, on verra à ce moment-là de la discussion, je ne veux pas la préempter, ce qui est nécessaire. Et alliés qui sont prêts à s'y joindre, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Les conditions, elles doivent être définies. Elles doivent être définies par l'accord. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée, qui iront se positionner, pas sur la ligne de front, pas pour justement en quelque sorte être dans le conflit, mais marquer une présence comme une garantie. Il y a d'autres moyens de soutenir qui peuvent être des soutiens accrus et capacitaires à l'armée, des structures nouvelles. Je trouve que le projet de Trump de renouer le dialogue avec la Russie et de commencer à faire du business en Russie est beaucoup plus intelligent, parce que si on se retrouve avec une Russie qui est toujours complètement sanctionnée par l'Europe, avec une Russie où il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de commerce, et qu'on met des soldats sur le territoire ukrainien pour maintenir la paix, évidemment que ça va partir en sucette. Donc se dire qu'on va maintenir la paix avec des soldats, c'est gentil, mais d'un autre côté, il faut peut-être se demander comment est-ce qu'on pourrait recommencer à faire du business en Russie, comment est-ce qu'on pourrait recommencer à envoyer des entreprises en Russie et avoir des relations économiques un petit peu plus solides. Ce serait une meilleure garantie que de foutre des soldats qui, encore une fois, seront pas considérés comme neutres, et à la moindre petite anicroche, ça va repartir, mais en plus avec des soldats européens sur le territoire ukrainien, donc je vois pas comment ça peut bien se passer, encore une fois. Je pense que c'est vraiment la plus belle langue qui soit. J'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire, mais c'est une très belle langue. On vous écoute pour l'interprétation. On pourra avoir une trêve et ensuite un accord de paix qui nous permettra de rebâtir l'Ukraine avec des garanties de sécurité. Les troupes ne seraient pas engagées dans des conflits, mais simplement pour faire respecter l'accord de paix. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine doit abandonner une partie de son territoire? Écoutez, on verra, c'est une négociation qui ne fait que commencer. Il y a déjà beaucoup de territoires qui ont été pris, donc on va voir ce que ça va donner, ça fait partie des négociations. En tout cas, il y avait beaucoup d'unité au moment de notre réunion Skype du G7. En tout cas, beaucoup d'unité entre les pays. C'était très impressionnant à voir.
Vous savez, ce n'est pas facile à réaliser. La question qui vient d'être posée était de savoir si on peut reprendre les territoires qui ont été perdus. J'espère, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose de facile. Mais ça sera un des sujets de discussion. Les troupes européennes comme un maintien pour la paix, vous pensez qu'il sera d'accord ? Oui, il sera d'accord. D'ailleurs, je lui ai posé la question. D'accord, donc on en vient aux conclusions qu'on peut tirer de cet échange. Le premier, évidemment, c'est qu'on voit bien que Emmanuel Macron, même s'il essaie de prendre une place dans cet échange, c'est pas le héros du truc. Réaliser que ce qu'on voit ici, à savoir une France et une Europe qui est plutôt spectatrice de l'histoire, c'est le résultat de notre trouille qui nous a poussé à voter systématiquement pour des gens toujours plus à gauche, qui ont mis des filets de sécurité pour dire t'inquiète, tout au long de ta vie, tu seras protégé par ci, par ça, etc. Le résultat de ça, c'est qu'on a une population qui travaille de moins en moins, qui est de moins en moins résiliente, et ça se traduit à l'échelle de nos pays par des pays qui n'innovent plus, par des pays qui ne pèsent plus. Donc réaliser qu'il y a un lien entre le fait que nous sommes des États socialisants et le fait que nous devenons de plus en plus des spectateurs de l'histoire. L'autre chose, c'est qu'à ce stade, manifestement, on pourrait aller vers un accord de paix, que vraisemblablement ça va se traduire par une perte de territoire pour l'Ukraine, parce que ça me paraît absolument impossible de récupérer des territoires qui sont occupés par la Russie. Une fois que la Russie a mis sa patte sur quelque chose, je pense que ça va être assez difficile de la repousser. Les Américains devraient être gagnants de cet accord parce qu'ils vont choper des intérêts économiques intéressants en Ukraine. Je ne pense pas que ces intérêts économiques pour les Américains soient une garantie de paix pour les Ukrainiens, et je pense enfin que cette idée d'essayer de maintenir la paix avec des troupes européennes, même si Trump a l'air de valider et si Poutine a l'air de valider, pour moi ça va être le prétexte d'un prochain conflit. Si on fait ça et si dans le même temps on n'essaie pas de renouer des relations commerciales, diplomatiques, politiques avec la Russie, ça marchera pas. Donc il faudrait se débrouiller pour réouvrir les lignes aériennes directes, pour réinvestir progressivement en Russie, parce que si vous n'avez pas des intérêts économiques solides, si vous n'avez pas quelque chose comme une intégration économique, ça servira absolument à rien. Voilà donc ce qu'on peut dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait aller vers un accord de paix, et le motif d'inquiétude, c'est que c'est une paix qui risque de ne pas durer longtemps, en tout cas si on ne remet pas des connexions économiques un peu solides avec la Russie. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.